Bonjour chers camarades, je me présente Madame Annie Diouf, secrétaire générale du syndicat national des travailleurs de l'économie informelle et responsable confédéral du département de l'économie informelle de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS. C'est avec un grand plaisir quand même que je me trouve aujourd'hui parmi vous et pour pouvoir aussi témoigner de quelques actions qui ont été menées par cette grande centrale syndicale du Sénégal au niveau de l'économie informelle, tant au niveau sénégalais qu'au niveau sous-régional. Les expériences que je vais vous énumérer vont aller dans le sens de confirmer une bonne partie de l'exposé qui a été fait tantôt par le présentateur du programme. En 2012, vous savez, la CNTS a pris en main l'organisation du secteur de l'économie informelle depuis 1998. On était là en faisant des petits pas à pas, pour savoir exactement que signifiait le travailleur informel, que signifiait aussi l'économie informelle. Et pour expérimenter cette organisation qu'on a faite au niveau de la centrale, en 2012, nous avons organisé une caravane d'intégration syndicale économique au niveau de la CEDEAO. Cette caravane a fait le tour de la CEDEAO dans presque 6 pays. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Lors de cette caravane, nous sommes des syndicalistes, nous ne sommes pas des politiciens. Mais ce que nous avons vécu sur le corridor Dakar-Burkina Faso en faisant le tour par le haut, c'était une situation inexplicable qu'on ne pouvait pas expliquer, parce qu'on ne pouvait pas penser que des femmes, et cette caravane était composée de 30 femmes et de 4 garçons. Mais ce que nous avons vécu dans ce corridor-là, et pourtant, quand on quittait le Sénégal, nous avions eu le soutien du gouvernement du Sénégal. En son temps, c'était le défunt Alioune Badara Cissé qui était ministre des Affaires étrangères, qui nous a accompagnés, qui nous a donné un diplôme pour avertir les ambassadeurs au niveau de ces pays qu'il y a une caravane d'intégration qui vient au niveau de la CEDEAO, il faut bien les accueillir. Ces diplomates ont fait leur travail. Mais au niveau des autres États, des responsables administratifs des autres États, nous avons vécu des souffrances que nous ne pouvons même pas expliquer à ce jour. Nous avons été allés au Ghana, où on nous a mis au carreau, on nous a emprisonnés, on nous a laissés sous le soleil. Pendant 24 heures, on a passé la nuit dans la cour de la police et on a passé la journée là-bas jusqu'au lendemain pour qu'il a fallu l'intervention des autorités sénégalaises pour que nous puissions sortir du Ghana et continuer notre trajet. Alors que nous, ce qui nous animait, c'était d'aller vers nos camarades syndicalistes informels au niveau de la sous-région, aller vers eux et amener en même temps nous, le Made in Sénégal, parce que nous sommes des femmes de l'économie informelle, nous sommes des femmes artisans. Donc ce qui nous amenait, c'était un cadre d'échange. Cet échec-là, nous ne l'oublierons jamais dans notre vie, ce que nous avons vécu à travers ces frontières. Entre le Sénégal et le Mali, malgré que nous avions des papiers, nous avions des ordres de mission, nous avions l'autorisation du gouvernement du Sénégal, mais on nous a fait tellement souffrir entre le Sénégal et le Mali avant que l'on entre à Bamako. De Bamako au Burkina Faso, c'était le même scénario. Partout où tu passes, on te dit, bon, tu montres les papiers, on te dit que nous ne mangeons pas les papiers, il faut nous donner de l'argent. Nous avons vécu ça. Mais de 2012 à 2021, quand il y a eu le déclic avec la ZLECAf, nous avions pensé que les choses donc allaient changer. Et c'était notre espoir. En 2021, à la fin de l'année 2021, vers 2022, nous avons amené aussi une même caravane vers la Côte d'Ivoire.
Et c'était toujours la même façon. Et nous étions conscients que peut-être que la ZLECAf n'est pas encore bien connue par les populations de la CEDEAO. Parce qu'on nous avait habitués à dire que la CEDEAO des peuples, ce n'est plus maintenant la CEDEAO économique, mais c'est la CEDEAO des peuples. Donc pour nous, c'est la CEDEAO des peuples qui devait être développée. Et nous avons vécu ce même calvaire. En 2022, nous avons encore repris vers la Guinée. Avec notre programme au niveau de la synthèse, le projet c'était d'aller trouver nos membres qui font le commerce au niveau des frontières de la CEDEAO. Et notre cible c'était en collaboration avec la CNTG de la Guinée. Nous avons organisé une caravane. Nous Sénégalais, on devait nous rendre jusqu'en Guinée pour échanger avec eux les bonnes pratiques. Et aussi venir avec les Guinéens au Sénégal pour que toutes les deux organisations puissent comprendre comment est-ce que vivent nos femmes qui sont dans les frontières. Nous étions à Koundara où nous avons rencontré toutes les autorités, c'était les nouvelles autorités militaires qui venaient d'arriver. Mais partout où l'on passe, le problème est le même, les gens crient. Les gens crient, les gens pleurent parce qu'ils ont des difficultés pour traverser la frontière de la Guinée et entrer en Guinée pour faire leur commerce, de même que les Guinéens. Et ce qui a prouvé cela, c'est que quand nous sommes allés en Guinée, nous avons fait une semaine là-bas pour faire des échanges avec nos camarades. Et au retour, on devait venir avec nos camarades syndicalistes de la Guinée vers le Sénégal. Mais lorsque nous sommes venus jusqu'à la frontière, ce sont eux-mêmes, les autorités douanières du poste, j'ai oublié le nom là, du Sénégal, l'Inkiring, qui ont brutalisé nos camarades guinéens. Et donc ça a confirmé ce que les Guinéens nous disaient. Alors que nous, notre option était que, entre les deux pays quand même, pour mieux faciliter l'intégration et le commerce transfrontalier, nous avions un programme commun. Ce qui se passait à la CNTS devait se passer à la CNTG. Pour que nos travailleurs, nos membres, acteurs de l'économie informelle, qui sont au niveau des frontières, puissent quand même travailler et vivre en paix. Et c'était ça le projet. Mais le projet a commencé à être torpillé au niveau de la frontière du Sénégal, au niveau des agents du Sénégal. Parce qu'ils disaient qu'ils ont des problèmes avec les chauffeurs guinéens, des trucs comme ça. Alors que nous, peut-être la possibilité que nous avions, que nos autorités puissent nous accompagner avec des documents stratégiques. Bon, peut-être que les Guinéens n'avaient pas cette possibilité-là. Et on a continué ce travail-là avec nos membres syndicalistes de la Guinée pendant 2 ans. Et les conclusions étaient quoi? Qu'il fallait maintenant qu'on essaie d'instaurer un plaidoyer international entre la Guinée et le Sénégal et que nos responsables syndicaux pouvaient nous accompagner vers les décideurs de nos deux pays pour que nous puissions vraiment mener ce plaidoyer-là pour que les commerçants transfrontaliers puissent travailler et être en paix. À ce jour, ce programme de plaidoyer, parce que c'est la seule note qui manque dans ce projet-là, ce programme-là est, je pourrais dire, est stoppé ou bien ce programme-là est bloqué. Pourquoi? Parce que moi je dis que seule une centrale syndicale ne peut pas mener un plaidoyer national et international à elle seule. Donc qu'est-ce qui devait nous accompagner dans ce sens? Nous espérions que ce sont les responsables de l'État, les responsables étatiques qui pouvaient nous accompagner dans ce sens pour que ce plaidoyer-là soit non seulement un plaidoyer sénégalo-guinéen, mais que ça soit un plaidoyer de la CEDEAO. Les gens disent, j'ai entendu le professeur tantôt expliquer que 30% de la population de la Guinée n'est pas au courant de la ZLECAf. Mais nous, lors de notre séjour en Guinée, nous avons tout fait pendant une semaine de rassembler tous les acteurs de l'économie informelle qui sont sous la coupole de centrales syndicales, de leur faire des ateliers de restitution, des ateliers d'information, des ateliers pour qu'ils puissent mieux comprendre le rôle que joue à ce jour, aujourd'hui, la ZLECAf au niveau de la CEDEAO. Mais je dis que tout ça, c'est des expériences, mais tant qu'il n'y a pas la bonne volonté politique, moi je dis que nous n'irons pas très loin. Donc, aux camarades Malick Sy, je dirais, avec IPAR et autres, que
cette situation-là que nous avons réussi entre certains pays de la CEDEAO au niveau syndical, comment est-ce que nous pouvons faire pour que vraiment ces partenaires-là puissent nous accompagner pour qu'on puisse faire un boom, parce que le boom syndical aussi doit être un boom qui peut être entendu très fortement. Donc, c'était là un exemple que je voudrais donner. Au niveau aussi de l'éducation, lorsque nous étions en Côte d'Ivoire en 2012, c'était au moment de la guerre qui venait de finir comme ça. Avec la caravane, nous avons réussi à amener ici au Sénégal un enfant qui n'avait plus de père ni de mère parce que ses parents ont été tués lors de la guerre. Et l'enfant disait que ses parents, il a des parents au Sénégal que nous avons amenés ici au Sénégal. Avec une autorisation, nous l'avons amené ici au Sénégal. Cet enfant-là, on a fait des recherches au niveau du Sénégal partout. On n'a pas retrouvé ses parents. Et en Côte d'Ivoire, on est retourné là-bas pour rechercher encore s'il peut trouver une racine là-bas. Et jusqu'à ce jour, cet enfant-là est ici et vit ici au Sénégal avec moi dans ma maison. Mais cet enfant n'a plus aucun repère. Au niveau du Mali, à ce jour, j'ai reçu chez moi un étudiant qui vient du Mali qui dit que les études sont gâchées au Mali. Il a quitté le Mali, il est venu ici, il voudrait reprendre ses études, mais il ne sait pas comment faire pour reprendre ses études. Ça, c'est des cas que nous recevons au niveau de la CNTS. Des cas qui sont extrêmement très sérieux et qu'il faudrait vraiment accompagner la CNTS dans ce sens pour que l'on puisse trouver des solutions à ce cas. J'ai entendu aussi tantôt le professeur parler de la Côte d'Ivoire sur les cartes d'identité. Du 29 juillet au 14 août 2023, nous avons amené encore une caravane en Côte d'Ivoire. Mais nous avons eu des difficultés. Et cette fois-ci, on a dit que nous n'allons plus prendre la route. Essayons quand même de prendre l'avion pour partir. Nous avons eu 7 de nos camarades qui ont été bloqués à l'aéroport d'Abidjan pendant 24 heures. Pourquoi? Parce qu'ils disent que s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas rentrer dans le territoire sénégalais. Alors qu'eux, ils disaient qu'ils étaient vaccinés. C'était difficile à prouver. On a été obligé de payer pour qu'ils reprennent les vaccins. Nous avons eu 3 de nos camarades qui n'avaient pas de passeport. En Côte d'Ivoire, ils ont refusé catégoriquement pour dire que le passeport ne suffisait pas. La pièce d'identité ne suffisait pas. Il faut qu'ils aient un passeport pour pouvoir sortir de l'aéroport. Donc cela aussi nous a coûté de l'argent. Et moi, ça c'est quelques exemples que je voulais partager avec vous et vous dire qu'au niveau de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, on est en train de mener un travail sur la migration extrêmement très intéressant. Mais nous disons que nous avons des limites. Nous avons des limites. Donc, concernant ce projet-là, nous attendons de ce projet-là pour que ce projet-là puisse nous aider parce que nous voulons quand même qu'il y ait un aboutissement sur ce travail-là que nous avons entamé depuis 2012. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, ça fait 12 ans de lutte que nous sommes là en compagnie de notre camarade Malick Sy. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. C'est mon voisin sénégalais, ivoirien, togolais, tous les étrangers avec sénégalais. Moi, je suis Bissau-Guinéen. Je t'appelle Alfousseni Mbalo. Je vis en Sénégal depuis 2008, mais alhamdulillah. Seulement problème de Sénégal, alhamdulillah, c'est politique de Sénégal, c'est bien. Parce qu'on vit ici, on fait tout ici. Seulement, je connaissais moi, mais c'est pas beaucoup, parce que je pas seulement bien, je suis ici au Sénégal. Et tellement, moi je suis ouvrier. Je ne suis pas travailler dans la bureau. C'est le problème du Sénégal, c'est le problème des ouvriers, parce que ça a parlé de ton côté. Le problème des ouvriers, parce qu'ici au Sénégal, les ouvriers, il n'y a pas de bons salaires. La vie est chère. Tout le monde connaît ça. Pour cela, chacun parle de ton côté. Moi, j'ai fait beaucoup de côtés en Afrique, mais je ne peux pas parler tout. Parce que maintenant, là, je connais seulement ici au Sénégal. Je vis en Sénégal, je travaille en Sénégal, toute mon famille sont là. Je connais un grand Malick, même pas beaucoup de temps. Mais c'est la vie.
C'est pour cela qu'on m'appelle pour vous parler qu'est-ce que je souffre ici, qu'est-ce que nous, Bissau-Guinéens, qu'est-ce qu'on souffre ici au Sénégal. Seulement on travaille, on trouve bonne chose, mais malheureusement c'est le problème de salaire, et le problème de loyer, et le problème de la vie. Mais Sénégal, alhamdulillah, tout le monde connaît, c'est en Afrique aussi, en Afrique ouest, Sénégal, pour le Sénégal, c'est loin, c'est fin, c'est bon pour en Afrique. C'est pour cela qu'on ne parle pas beaucoup, parce que je n'ai pas dire d'en parler de cette société-là. Mais toujours, on dit Sénégal, on n'a qu'à courir pour augmenter, augmenter le salaire de l'ouvrage. C'est ça le problème du Sénégal, c'est le problème de l'ouvrage. J'entends beaucoup de paroles, mais jamais j'entends quelqu'un parler problème de l'ouvrage. Moi, je crois nous en Afrique, c'est ça nous plus fatigue, le problème de l'ouvrage. Et nous en Afrique, on compte ouvrage, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Parce que tu vois beaucoup de choses jolies. C'est le problème de l'ouvrage. C'est l'ouvrage qui travaille. Mais ici en Afrique, on ne compte pas ouvrage. Moi, j'ai fait en Europe. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait en Cap-Vert. En Cap-Vert, quand tu travailles ouvrier, chaque mois, tu rentres à la banque. Tu déposes. Même en Côte d'Ivoire. Mais ici au Sénégal, pour un ouvrier rentrer dans la banque, c'est pas facile. Tellement on fait des nattes. Les nattes, ce n'est pas pour les garçons, pour les femmes. Tu vois, vous n'avez qu'à en parler. Tu as vu, c'est ça le problème du Sénégal. Mais toujours, c'est pour les dirigeants, il faut vous nous aider. Les ouvriers gagnent un bon salaire parce qu'on est des familles. Même un patron, s'il va à la Marseille, c'était 5 000, ouvrier pas, il va c'était 5 000. Parce que c'est le même prix. Moi, c'est ça que je voulais parler. C'est nous, des Bissau-Guinéens, on est beaucoup ici. Mais toujours, Sénégal, on ne comprend pas Sénégal avec Guinée-Bissau. C'est différent. Parce que le Sénégal a développé longtemps. Guinée-Bissau, même pas actuellement. C'est comme ça. Tu vois, c'est pour cela. C'est partout, mais c'est pas chez moi d'abord. Tu as vu, c'est ça le problème. Toujours, je demande les Sénégalais pour augmenter le problème de l'ouvrage en Sénégal. Parce que moi, actuellement, là, je suis sénégalais, parce que j'ai tout papier sénégalais, mais je suis Bissau-Guinéen. Mais toujours, je demande ça pour nous aider à ce côté, nous, des ouvriers. C'est ça que je voulais parler, parce que comme je viens de rentrer comme ça, je ne peux pas parler beaucoup. Merci. Salam alaikum. Je suis le chargé des relations extérieures de l'ASORMOG. L'ASORMOG, c'est une association des Sénégalais originaires du Fouta-Jalon et les ressortissants du Fouta-Jalon. Voilà donc un peu pourquoi nous avons estimé qu'il fallait créer une association des Sénégalais originaires du Fouta-Jalon et des ressortissants du Fouta-Jalon, donc au Sénégal. Alors, avant tout, je voudrais remercier les organisateurs, particulièrement M. Diouf, qui m'a invité à cet atelier, et l'IPAR, le syndicat, Mme Diouf. Nous vous remercions, M. Si, ainsi que le directeur, Cheikh Oumar. Le thème est vraiment intéressant parce qu'il parle de migration sous-régionale, développement et autres. Mais si on se réfère un peu à l'histoire de la migration, j'ai l'impression que le concept actuel ne répond pas vraiment à la réalité même de la migration depuis des temps immémoriaux. Parce qu'on fait des analyses superficielles de la situation, de mon point de vue. Sinon, avant la colonisation, il y avait certainement des États, des pays qui existaient, qui migraient, qui faisaient des échanges et qui vivaient en bon commerce. Mais depuis quelque temps, on est confronté à ce qu'on appelle actuellement le concept nouveau, c'est la migration. On en parle, on fait des débats, on fait des ateliers et autres. Et malheureusement, les résultats de ces études, de ces ateliers, de ces travaux
ne sont pas prises en compte par les décideurs. C'est ça le vrai problème que nous avons. Vous faites ça, on a dépensé aujourd'hui beaucoup d'argent. On a fait un travail depuis 3, 4, 5 ans. Restitution et après. Et après. C'est ça le vrai problème. Donc, je pense que les députés qui sont dans la salle, je les salue de passage, devraient prendre ce dossier à bras le corps, le problème de la migration. Parce que il est en train de compromettre le développement de notre sous-région. Avec tout ce que nous vivons, ce que Mme Diouf a dit tout à l'heure, la responsabilité de nos dirigeants, l'application des lois, comme on a dit dans la lettre qu'on m'a envoyée, et justement, comment faire pour que les migrants se sentent chez eux partout où ils sont en Afrique de l'Ouest. C'est ça le vrai problème. Je vais donner quelques exemples. Hein. Moi, je suis originaire du Fouta Djallon. Mes parents sont venus vers les années 40 au Sénégal à l'occasion de ce qu'on appelait la culture de l'arachide. Je sais, il y a un terme là, le navetana de l'arachide. Et cette époque, c'est le colon, l'administration coloniale qui organisait la migration des populations venant du Fouta Djallon vers le bassin arachidier sénégalais. Ils venaient jusqu'à Tamba, à pied du Fouta. On leur donnait des papiers d'affectation. On leur donnait du tissu et on leur donnait de la nourriture. Et on leur donnait le nom du village où ils devaient aller. On les mettait dans le train et ils descendaient vers le Saloum pour aller faire la culture de l'arachide. Et je crois que cela a généré beaucoup de choses. Certains sont retournés, d'autres sont restés. Et nous, nos parents sont restés et nous sommes nés ici. Et pourtant, on nous dit Guinéen, on nous dit Peul Fouta. Et ce n'est pas péjoratif. On est des Peul Fouta et on est très fiers. Ça, je vous le dis. Parce que c'est une nation assez digne, travailleur et qui a beaucoup de valeur. Nous le savons. Personne ne dira ici qu'un Peul Fouta m'a volé ceci, ou bien il a fait ceci, ou bien on l'a attrapé en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques, pour entre guillemets. Donc, cette genre d'étude, elle doit intégrer ce genre de phénomènes qui se sont passés il y a des dizaines d'années, des centaines d'années, pour mieux comprendre l'impact aujourd'hui de cette migration. Parce que la migration, elle est beaucoup plus importante en Afrique, comme l'a dit l'étude, que ceux qui vont en Europe. On peut chiffrer ceux qui vont en Europe, mais je suis sûr qu'on ne peut pas chiffrer ceux qui sont en train de faire la migration sud-sud dans la sous-région. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Un exemple par rapport à la migration actuelle. Il y a un jeune, il s'appelle Djibril Silla Haji, un blogueur. Il a été arrêté ici parce que tout simplement, le gouvernement guinéen voulait mettre la main sur lui. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont jugé, vous savez pourquoi? Ils l'ont jugé pour non, séjour illégal. Séjour illégal au Sénégal. Irrégulier, excusez-moi. Séjour irrégulier au Sénégal. Et on l'a condamné à 50 000 francs d'amende. Et puis on l'a libéré. Parce que tout simplement, les nouvelles autorités ne veulent pas que ce jeune migrant qui est là, avec toute sa famille, continue à dénoncer les agissements du gouvernement. Donc ça, c'est des exemples qui sont là, qui concernent un peu les jeunes migrants qui sont en train de se débrouiller pour vivre avec leur famille. Mais en remontant un peu à l'histoire, j'ai parlé de mon cas. Je vais vous évoquer le cas du général Muntaga Diallo. Certains le connaissent.
feu général Mountaga Diallo. Il est né à Kolda, vers les années 40. Mais ses parents sont venus de la Guinée. Et il a gravi tous les échelons pour être général. Et après général, il est devenu ambassadeur du Sénégal. Et pourtant, c'est un peu le Fouta. Donc, il y a tellement d'exemples des cadres, des hauts responsables de ce pays qui sont issus de la migration, pour lequel il faudra certainement approfondir les études. Moi, je dirais même que les étudiants doivent faire des thèses de doctorat sur ce phénomène de migration. Parce que le travail est immense. On remercie le travail qui est fait, hein. Ce n'est pas pour dire que c'est... Mais c'est extrêmement important d'approfondir les recherches et les études pour mieux comprendre le phénomène. Il y a un autre exemple, Ibrahima Sow. Ibrahima Sow, c'est un professeur d'histoire-géographie. Sa maman est l'ébou de Yoff, Yangilan. Son père est venu de Tunturung en Guinée. Mais il a 80 ans maintenant. C'est un professeur ici dans ce pays. Il a des enfants et des petits-enfants. Il y a même ses enfants qui sont des directeurs dans ce pays. Et ses petits-enfants qui sont des grands footballeurs dans les équipes nationales du Sénégal. Donc, c'est un phénomène, je pense qu'il faut revoir et mieux étudier afin de trouver des solutions. Extrêmement important. Moi, j'interpelle les députés. Honorables, nous sollicitons que vous introduisez des lois du droit au sol. Le droit au sol, c'est-à-dire les enfants nés au Sénégal, pour qu'ils soient des Sénégalais à part entière. Même s'ils sont des Diola, ils sont des Sérères ou bien des Portugaises comme Diaz, qu'ils soient des vrais Sénégalais. Parce que c'est un phénomène qui, depuis quelque temps, est en train de prendre de l'ampleur. Il y a des personnes qui veulent être populaires et qui sont en train de s'attaquer au Peul Fouta, et ce n'est pas normal. C'est des gens qui sont certainement venus de la Mauritanie, parce que nous savons que nous, lorsqu'on était petits, ceux qui puisaient l'eau dans les quartiers, je ne sais pas si les anciens le savent, c'était des quoi encore? Des xand ndox. Ñi doon rot di jaay xam nañ fu ñu jógee. Xam nañ fu ñu jógee te ñu bëri Sarr lañ sant. Je ne sais pas si vous regardez, vous me voyez parler, quoi. Donc, je pense que nous avons un travail extrêmement important à mener pour pouvoir évoluer et avancer dans l'unité de l'Afrique de l'Ouest. Le professeur l'a dit tout à l'heure, moi je le rejoins. La CEDEAO a fait d'énormes progrès. J'ai eu la chance de travailler à Air Afrique. J'ai tourné un peu et je suis allé en Afrique centrale. Pour quitter Douala et aller à Libreville, il faut un visa. Pour quitter, comment dirais-je, Brazzaville et aller à Douala, il faut... Donc, l'avancée que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a pu obtenir n'est pas négligeable. Nous pensons que ce travail doit être, je l'ai toujours dit, doit être approfondi au niveau des autorités. Mais, comme disait l'autre, c'est du courage. Les autorités doivent oser avancer. C'est vrai que le problème électoral parfois empêche certaines décisions, parce qu'ils vont se dire que si on prend certaines décisions, la prochaine élection, on ne sera pas élu. Donc, on fait attention à ce qu'on fait et ça nous retarde. Ça fait bientôt 70 ans que nous sommes en train de patauger sur un certain nombre de choses sur lesquelles on pouvait avancer depuis très longtemps. Tout simplement parce qu'il y a des calculs politiques. Donc, vraiment, si je voulais continuer, mais je vois que le temps est en train de filer et que nous sommes vendredi. Je voudrais remercier tout le monde de votre attention. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous.
je voudrais remercier ceux qui ont organisé cet atelier et dire que je suis très content d'être ici ce matin. Alors, lorsqu'on m'avait invité, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai à voir dans cette question? Mais avant de continuer, j'aimerais dire que ici, je parle en mon nom, pas au nom de mon institution. D'accord? Je parle en mon nom personnel. Mon institution m'a donné un profil pour peut-être être choisi pour parler ici, mais je parle en mon nom propre. Alors, je suis venu effectivement au Sénégal en 2003 avec un profil de fonctionnaire. Donc, comme l'a dit le professeur Tandia, que je remercie beaucoup pour son exposé, mais il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on trouve des réponses. Et encore, ce que vous nous avez présenté ici, il faut que ça puisse arriver au niveau des décideurs, non seulement au niveau des États, mais également au niveau de l'institution. Et avec le profil de fonctionnaire que j'ai international, pour arriver ici, je pense que je suis rentré dans un canevas sans problème. Donc un canevas, ça veut dire que l'institution a tout fait pour que mon arrivée ici, mon installation, que tout soit encadré. Donc je vais dire de ce point de vue, je n'ai pas eu de problème particulier. Et tout à l'heure, on parlait vraiment de la réussite de l'intégration au niveau de la CEDEAO. Je voudrais vraiment confirmer cela. J'ai eu l'occasion de voyager par voie terrestre, Bénin, Togo, Ghana. Avec les anglophones, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Mais quand même, je pense qu'on a perdu du temps, on est passé. Même en Côte d'Ivoire, je suis allé par la voie terrestre, en Gambie, par la voie terrestre, au Mali, par la voie terrestre. Je peux dire, sans me tromper et aisément, que l'intégration est là. Et la question de carte d'identité, ça s'était posé avec les Ghanéens, mais je pense qu'on a pu trouver une solution. C'est dommage que les autorités ont décidé, mais ceux qui doivent appliquer les décisions, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si le représentant du ministère de l'Intérieur est encore là. Ok, d'accord. Puisque vraiment c'est eux qui gèrent notre séjour ici, et je voudrais dire vraiment qu'au Sénégal, nous n'avons pas de problème. Donc ça veut dire, j'ai une carte diplomatique, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je peux dire que mes droits sont respectés, on ne m'inquiète pas, puisque la carte dit il faut me faciliter la circulation. Donc je pense que de ce point de vue, tout va bien. C'est vrai qu'il y a parfois des problèmes de langue. Ça veut dire, d'accord, je ne condamne pas le peuple sénégalais. Mais juste c'est pour dire que quand tu ne parles pas Wolof, tout de suite tu es étiqueté. D'accord? Tu es étiqueté. Pas qu'ils ne te reçoivent pas, mais juste, ils se disent, pourquoi tu ne parles pas notre langue? D'accord? Alors, si je parlais la langue, ça veut dire que je serais exactement comme eux. Mes enfants qui sont nés ici, d'accord, peut-être je vais plus insister sur cet aspect-là, parce que, comme je l'ai dit, moi je suis venu vraiment juridiquement et sur tous les plans encadrés. Mais eux, ils sont nés ici, d'accord? Donc le problème déjà de nationalité se pose. Mes enfants sont reçus au bac avec mention bien et autres, mais ils n'ont pas la bourse. Ils ont passé des concours, d'accord? Également, ils ont reçu au concours, d'accord? Ils ont eu ceci. Donc c'est pour déjà dire que de ce côté-là, il faut encore faire un travail pour pouvoir, je vais dire, accepter l'excellence, même si ça vient des autres. D'accord? Mais sinon, en dehors de ça, eux, ils parlent la langue. Je suis sûr aujourd'hui, si je leur dis, on va retourner au pays, ils vont dire, ils sont des Sénégalais. Ils disent, nos amis sont ici. Voilà la réponse qu'ils donnent. Ils ne connaissent
pas des gens chez moi, même s'ils vont souvent en vacances, d'accord? Donc, moi, mon intégration ne pose pas de problème en termes de circulation, en termes d'installation, d'accord? Et l'accès au foncier, je pense qu'il n'y a pas de barrière à cela également, d'accord? Donc, juste pour dire que même pour avoir accès à des terres exploitables dans le domaine de l'agriculture, je pense que le problème ne se pose pas. Je parle du Sénégal, hein. D'accord. Donc, je pense qu'on a toute la liberté, d'accord, pour se sentir à l'aise au Sénégal en dehors de la question de la langue. Alors, l'autre élément que je voudrais également aborder, c'est que nous aimons bien la nourriture de chez nous. On a beaucoup insisté sur la libre circulation des hommes, mais on a moins parlé de la circulation des biens. D'accord? Alors, il y a des produits de chez moi qu'on pourrait rendre disponibles facilement ici. J'espère que le transporteur va aborder cette question tout à l'heure, qu'on pourrait rendre facilement disponibles chez nous ici. Donc, pourquoi vraiment les institutions ne peuvent pas travailler pour que les biens produits dans les autres pays soient ici à des coûts abordables? Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais je pense que compte tenu de la réglementation qui n'est pas complètement intégrée, d'accord, il y a encore des coûts supplémentaires qui font que ça revient cher. Sinon, on aimerait bien manger ici. Et je me souviens, avant de venir ici, quand on était au Bénin, oui, on allait manger du tchèp dans un restaurant sénégalais chez moi. D'accord? Donc, on veut que cette intégration, ça aille au-delà vraiment de la libre des personnes, mais que nos cultures, nos habitudes puissent s'intégrer et que partout où on est, on peut retrouver l'essentiel. Donc, c'est une réalité, l'intégration, et nous osons croire que, comme l'a dit mon prédécesseur, que, voilà, que ces études puissent être suivies de décisions et qu'on puisse ressentir ça vraiment dans la vie de chaque citoyen de notre espace CEDEAO. Je pense que c'est ce que je peux dire pour conclure. Vive l'intégration et vive la coopération entre nos États. Merci. Je disais bonjour tout le monde. Je remercie surtout, je vais commencer par le professeur Tania, de son si brillant exposé. Je l'ai approché tout à l'heure pour lui dire que votre exposé recoupe effectivement les difficultés que nous rencontrons, nous, en tant que routiers. Vraiment, je vous félicite et vous remercie de votre exposé. Je remercie aussi mon camarade Si, qui nous a permis, en tant qu'acteurs, nous les routiers, transporteurs routiers, nous a associés dès le début de ce projet. Je dois dire que ce projet nous a permis de faire état exactement des difficultés que nous rencontrons sur les corridors dans la zone CEDEAO en tant que transporteur routier. Bon, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. C'est M. Aliou Soum. Je suis permanent et chargé de l'administration du syndicat national des travailleurs des transports routiers qui est affilié à la CNTS. Je vais vous faire un peu part des difficultés que nous, en tant que routiers, nous rencontrons au niveau de l'espace CEDEAO, surtout au niveau des corridors. Je vais prendre en exemple le corridor Dakar-Bamako. Je sais que tout le monde en est conscient de cela, de ces difficultés. Ces difficultés sont caractérisées surtout par des raquettes. Des raquettes de la part des FDS. Des raquettes, c'est des prélèvements illicites. Tantôt, au niveau des frontières, on vous demande
la carte nationale d'identité, la CEDEAO. Tantôt on vous demande le passeport, tantôt on vous demande des pièces que vous ne maîtrisez même pas. Bon, nous avons compris que c'est des moyens de requête. Mais nous nous posons la question, quelles pièces qu'il nous faut aujourd'hui pour faciliter notre mobilité dans cette zone? Quelles pièces? C'est la question que nous nous demandons. En termes de difficultés, surtout aussi, souvent, on est victime à des... Bon, ça ne serait pas trop dire. On est victime même, il y a des chauffeurs qui sont tués dans les corridors. Ils sont tués et nous nous posons la question, quels sont ces véritables auteurs? Certainement, on est dans une ère d'insécurité où il y a beaucoup de facteurs agissent, mais nous nous demandons quels sont les actes, quels sont les criminels dont nous sommes victimes aujourd'hui. Certainement, il y a des gens qui ne savent pas que les chauffeurs sont en train d'être tués dans les corridors. Mais pour vous informer de cela, ça existe. Ça existe. En termes de contrôle routier, moi, en ma qualité de chargé d'administration, je suis censé maîtriser quelques textes de la CEDEAO, mais les chauffeurs, les transporteurs routiers ont une méconnaissance notoire par rapport à ces textes. Certainement, c'est dû à un taux d'analphabétisme qui est un peu élevé chez nous. Ça, il faut le reconnaître. Mais ces chauffeurs ne méconnaissent pas véritablement les textes de la CEDEAO. Donc, à titre de recommandation, monsieur le professeur, j'aurais souhaité qu'on nous appuie sur un travail de sensibilisation. Un travail de sensibilisation qui va nous permettre de sillonner un peu tout le territoire, la CEDEAO ou bien tout au niveau de nos membres, pour leur sensibiliser véritablement sur ces textes, sur ces acquis. Car ils ne maîtrisent pas les dispositions de la CEDEAO en termes de déplacement, en termes de mobilité. Souvent, en parlant de ces textes, nous, dans nos plateformes revendicatives, on demande souvent, compte tenu des nombreux postes de contrôle sur un corridor, nous avons demandé à ce que ces contrôles soient regroupés. Pour vous expliquer un peu, un contrôle regroupé, ça va regrouper et la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts. Mais malheureusement, c'est dans la pratique où il y a défaut. Nous avons un problème d'applicabilité des textes de la CEDEAO. Ça, je pense qu'il faut faire un travail là-dessus. Et nous sommes prêts. Si on arrive à avoir un accompagnement, un appui, là, nous allons le faire. Vraiment, c'est pourquoi j'ai dit au camarade Si, vraiment que je remercie, qui nous a mis, vraiment qui nous a intégrés dès le début de ce projet. Vraiment, parce qu'il est conscient que les routiers sont des acteurs principaux de ce projet. Et compte tenu de la situation que vivent les routiers en termes de mobilité dans cette ère de la CEDEAO, vraiment je le remercie. Et nous sommes en train de faire un travail intéressant en ce sens, que nous allons continuer avec vous. Nous sommes à votre disposition pour vous faire part de l'expertise que nous avons dans ce milieu.
Vraiment, c'est ça que, bon, peut-être je serai un peu court, mais je pense que j'ai ratissé un peu large sur cette question. Savez-vous, en tout cas, savez que le routier, le transport routier est au cœur des débats de ce projet. Parce que c'est lui qui subit fondamentalement les problématiques que rencontrent les migrants dans cette terre de la CEDEAO. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie et le travail continue. Merci.